Hi everyone. Commençons la séance. Je m'appelle Zachary Parkerson. Je suis directeur technique pour cette partie de la session. Est-ce que vous pourriez me rejoindre sur ANH 2022? Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que tout ce dont vous avez besoin sera disponible pour accès sur notre site Internet, ce que vous allez trouver sur anh-academy.org. Merci au président de la séance. Merci Isaac, et j'aimerais accueillir tout le monde pour cette séance sur les crises, les conflits. Et je suis du Nigeria et je vais présider la session. Je m'appelle Amaka Anja par rapport aux crises, désastres et à leurs effets. Nous allons voir comment dépasser ces défis dans les différents pays, dans les pays où il y a ces conflits, les chocs sont plus prononcés, les vulnérabilités, et les conflits qui obstruent la capacité de résilience de ces pays. La résistance à ces chocs des pays est d'autant réduite. Il y a également un besoin de renforcement des capacités de ces pays. Nous avons 8 minutes pour les présentations. Il faudra donner le signal. Lorsque vous aurez quelques minutes demeurantes, on prendra les questions et réponses à la fin de toutes les présentations. Écrivez si vous le désirez, comme Zach l'a mentionné, écrivez les questions et commentaires dans la boîte de dialogue et on pourra y répondre le cas échéant. Dr Wambi sera le deuxième présentateur. Dr Hans est assistant directeur de Haikali International. Il va donner une présentation sur les initiatives de sécurité alimentaire, l'augmentation de l'accès et l'amélioration de la nutrition pour les enfants. Je vous passe la parole, Hans. Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis le représentant de Hannah Keller International. Je me concentre sur un programme de sécurité alimentaire et nutrition. Alors, voici Hannah Keller International a mis en place un programme multisectoriel il y a 5 ans avec différentes régions du Myanmar. Ça a commencé en janvier 2017. Nous avons commencé avant le début de la pandémie de Covid. Dans la plupart des pays du monde, nous essayons d'améliorer la sécurité alimentaire et la vulnérabilité des foyers avec les femmes et les enfants. Il y a une instabilité économique qui a été causée par une crise et l'effet sur la sécurité alimentaire et la nutrition. L'évaluation nous a donné la possibilité d'évaluer l'impact du programme sur la sécurité alimentaire pour les femmes et les enfants, mais aussi les effets protecteurs du programme. J'aimerais mettre en avant les éléments clés du programme. Nous avons des pertes de son, des coupures de son par rapport à cet orateur, malheureusement. Au niveau de la nutrition et de l'hygiène également, en 2018, de novembre à octobre 2019, on a mené une quasi-expérience avec 3 séries de collecte de données dans 950 foyers, 475 interventions et 475 contrôles. L'étude était en fait dans le cadre, on a essayé d'évaluer l'impact de l'intervention des programmes sur la sécurité des foyers, production de nourriture et schéma de régime des femmes et des enfants. En janvier 2021 également, l'évaluation intersectionnelle comparative sur 600 femmes qui étaient participantes au programme. La pandémie a commencé et donc cette évaluation, comme je le disais, avec 600 femmes, le but était de collecter l'information sur les perceptions et réponses liées au risque de COVID-19. On a collecté également des données sur les foyers et la production d'aliments et les régimes des femmes et enfants. Il faut savoir que ces données ont été collectées juste avant le coup militaire. Finalement,
Il y a eu une perte de revenus également, de production due au problème de la COVID-19. En août 2021, nous avons mené une évaluation comparative intersectionnelle sur 378 femmes qui ont participé au programme par téléphone. On a une perte de son constante pour cet orateur. C'est très difficile de comprendre ce qu'il nous dit. Alors, les résultats qui sont liés à la protection de la sécurité alimentaire, nous avons 3 évaluations aujourd'hui sur la base d'une étude dans la collecte des données qui s'est faite en 3 phases. On a fait une mesure de l'impact, la consommation, la sécurité alimentaire pour les foyers, pour les femmes et les enfants. Et puis, on a fait un test sur les foyers qui ont été impliqués dans le programme par rapport à un échantillon de foyers où il n'y a pas eu d'intervention. On a remarqué une amélioration importante par rapport à ce régime adéquat pour les enfants de 6 à 23 mois. En janvier 2021, pendant la pandémie, 41% des problèmes étaient pour obtenir de la nourriture en quantité suffisante pour le foyer. En août 2021, 49% ont rapporté des problèmes pour obtenir suffisamment d'aliments pour leur foyer. Donc, ça veut dire une augmentation significative. La consommation est devenue plus importante durant la crise. Un an après cette étude, on s'est rendu compte qu'il y a eu une disruption importante de la crise sur les foyers. 80% des familles utilisaient leur jardin pour se nourrir également. Alors, notez que c'est encore une situation plus importante que 35% des foyers. Il y a des ressources productives également qui ont expliqué l'utilisation décrue. Je suis désolée, j'entends pratiquement rien à ce que dit l'orateur. J'ai vraiment un problème de son ici. Il y a eu un programme pour les foyers, le 7e mois qui a suivi la pandémie, avec des consommations plus élevées en termes de végétaux, de fruits et légumes. Donc, à partir de l'évaluation d'août 2021, on voit qu'il y a une crise alimentaire qui évolue très rapidement à Myanmar, mais nous avons pu voir qu'il y a une approche sensible à la nutrition qui a permis d'améliorer la nutrition pour les femmes et les enfants grâce à ce programme et la sécurité alimentaire pour les foyers où on est intervenu. Les programmes doivent continuer sur la base de la capacité des communautés à produire de la nourriture localement et accroître également les évaluations par rapport à la production locale sur les marchés, etc. Vous avez bientôt terminé? Merci beaucoup de votre présentation. Je suis désolée, nous avons eu énormément de problèmes au niveau du son avec cette présentation. L'interprète s'en excuse. Merci de votre présentation. Pour rappeler à notre public que nous avons des questions, si vous voulez, vous pouvez les indiquer sur la boîte de dialogue et on pourra y répondre dans la session de questions-réponses. Passons au prochain présentateur, Zach. Alors maintenant, prochain présentateur, le docteur Abigail Conran, qui vient de la nutrition avancée USAID, qui nous donnera une présentation sur le sujet intervention sur l'agriculture en question de crise humanitaire, comment protéger les femmes et les enfants et le rôle du support social. La parole est à vous, Abigail. Je suis conseillère chez USAID dans les programmes de nutrition et je travaille à l'Institut pour la nutrition globale. Je vais vous présenter les résultats sur l'étude au niveau des interventions agricoles. Il y a d'autres interventions qui montrent comment on peut améliorer les interventions au niveau de l'agriculture dans les contextes humanitaires ou d'urgence. Ça nous engage à mettre en place des activités agricoles et
pouvoir prévenir les prochains Donc, nous avions 4 questions. manques de La nutrition. première, c'est sur la Je passe prévalence le relais des car j'ai vraiment des femmes qui problèmes de sont sang, dit en Laurence. âge de reproduction et sur les enfants de 6 à 23 enfants à 23 mois. La deuxième, c'est l'association entre les activités agricoles et la diversité. Alors, nous avons travaillé avec 2 ans, un projet de 2 ans avec des contacts humanitaires. Alors, une partie, c'est l'association du Cameroun qui s'appelle Emergency Response. Et ensuite, la société donc, du Soudan du Sud. Et alors, nous avons vu que de l'assistance humanitaire par USAID dans chaque catégorie. Alors, d'abord, j'ai montré les résultats donc, du Cameroun. Alors, voici donc les études qui ont été faites. Il y a des méthodes. Et donc, l'étude a été faite sur 24 ménages. Et donc, nous avons fait donc des exemples au hasard qui sont stratifiés. Alors, nous avons analysé 84 femmes et 40 enfants. Alors, nous avons trouvé que 74% des femmes et 53% des enfants ont donc un minimum de régime diversifié. Alors, nous avons également la quantité de produits, de plantes qui sont plantées afin de donner donc des statistiques. Nous n'avons pas pu donc avoir donc des données comparatives. Alors, malgré ceci, nous avons trouvé que la majorité des femmes ont quand même un régime diversifié. Alors, lorsque nous regardons donc au ratio, à la moyenne, il y a donc quand même un minimum de régime alimentaire et bien sûr des facteurs au sein des ménages. Alors, la proportion des enfants ne reçoivent pas donc plus de la moitié donc des graines reçues. Donc, nous avons donc observé également les quantités de seeds qui étaient plantées. Et bien sûr, nous avons adopté de nouvelles pratiques agricoles afin d'avoir des entretiens qualificatifs qui vont donc améliorer le rendement. Alors, il faudra également donc accéder à la nourriture avec leur propre production et accroître leurs revenus agricoles. Alors, ceci donc les a aidés donc, pour qu'ils puissent accéder à beaucoup plus de quantité d'aliments. Alors, nous pensons qu'il y a donc des résultats qui sont positifs et que ceci donc a quand même donné un résultat positif concernant le régime des femmes. Alors, lorsque nous regardons la taille des ménages, nous voyons donc qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus âgés. La mère est dans un mariage monogame et il y a bien sûr un plus grand nombre d'expériences de choc. Alors, les données qualitatives ont démontré que l'accès à la nourriture à ce niveau des ménages a influencé les régimes pour tous les membres de la famille. Et en fait, les ménages qui arrivent à combattre donc ces stratégies, ces préférences de nourriture, y arrivent. Alors, au niveau donc, du support social maternel et de la diversité des régimes, nous avons donc vu qu'il y a une association positive. Alors, les femmes avec un support social ont de plus grands résultats que la moyenne normale. Et donc, les femmes sont également beaucoup plus heureuses et il y a beaucoup moins de tensions lors des entrevues. Et également au niveau du support maternel, ceci a également une tendance positive, mais au niveau statistique, ce n'est pas très signifiant. Alors, au niveau donc des supports, alors ce que nous voulions dire également, c'est qu'il y a une association positive pour les enfants. Alors, au Soudan, nous avons donc conduit une deuxième analyse de données concernant donc
l'alimentation. Donc, nous avons fait cela entre septembre et décembre de 2020. Donc, nous avons donc réussi à obtenir des résultats. Nous avons donc un exemple, un échantillon de 14 215 ménages et qui sont représentatifs de l'échelon national. 30,4% des femmes sont âgées de 18 à 49 ans et 22,7% des enfants entre l'âge de 6 et 23 mois. Alors, au niveau de la participation agricole et au niveau de la diversité des régimes, donc, en fait, il y a une bonne participation des femmes, il y a 32,6%. Et il y a donc la participation, elle n'était pas donc associée avec le minimum de soins. Alors, ce que nous avons vu, donc, que plus le nombre de ménages est grand, donc nous avons donc des groupes, plus l'âge de la femme est élevé, plus il y a donc une diversité beaucoup plus grande au niveau de la taille de la maison, enfin du ménage. Et en fait, il y a beaucoup moins de dépenses faites au niveau de la nourriture. Alors, en conclusion, nous trouvons que les interventions agricoles ont permis donc d'avoir un potentiel pour améliorer la diversité des régimes chez les femmes et représentent donc un programme de nutrition sensible. Alors, il y a des interventions agricoles qui peuvent accroître donc la diversité des régimes pour les femmes à travers la production de nourriture et bien sûr de revenus. Alors, au niveau donc des ménages, les facteurs externes concernant la diversité des régimes est très importante et donc, mais on variait parmi les contextes. Et souvent, la sécurité de la nourriture n'est pas associée avec la diversité des régimes. Et donc, il y a également une influence au support social. Et bien sûr, ceci donc demande une considération des projets et pour les études futures. Voilà. Alors, c'est une représentation très, très intéressante. Alors maintenant, je vais passer donc au prochain présentateur. C'est donc Olusegun Fadari, Université de Reading en Angleterre. Alors, elle va nous donner une présentation donc sur le rôle donc du bétail, l'exposition au conflit dans le développement des symptômes de maladie mentale parmi les fermiers au Niger. Alors moi, je vais parler donc, comme je le disais, donc du rôle du bétail et de l'exposition des conflits dans le développement, bien sûr, de maladies mentales parmi les fermiers. Donc, l'attaque sur les systèmes alimentaires, c'est une arme de l'armée et c'est un conflit qui, en fait, revient donc au 21e siècle. Par exemple, au Niger, le terrorisme et les conflits entre les fermiers et disproportionnellement affectent la communauté fermière. Alors, bien sûr, ceci accrut donc les maladies mentales comme la dépression, les maladies et l'anxiété. Alors, pourquoi? Parce que la population est bien sûr perdre donc son bétail est très important et donc peut conduire à de la dépression et peut-être donc en fait un conflit beaucoup plus important concernant donc l'alimentation. Et bien sûr, les conflits et les risques de dépression, alors avec bien sûr associé donc au bétail, alors est important. Donc voici donc la représentation spatiale de la distribution et des tendances avec les conflits au Niger. Alors, par exemple, ce cadre, alors, par exemple, ici, vous voyez donc la dépression et les symptômes dépressifs. Alors, entre, par exemple, le stress très aigu avec un stress chronique, et ceci donc est relié aux événements qui lient, par exemple, la volaille
Alors, par exemple, ceci affecte les fermiers qui ont perdu part de leur bétail ou de leur volaille. Alors, souvent, donc, ces symptômes sont, comment dire, reçus lorsqu'un individu, lorsqu'il devient contrôlé, il est contrôlé donc par le conflit. Donc, dans les périodes de conflit, la famine peut donc prendre place. Il y aura donc des désastres également. Donc, il y a de grandes chances que tout ceci soit perdu pendant le conflit, quand je veux dire le bétail, par exemple comme la volaille, comme les moutons, les chèvres, ou en fait le bétail en général. Donc, les conflits vont donc ont une action positive sur la dépression et l'exposure. Alors, par exemple, ici, nous avons donc utilisé des données et des sources de données pour pouvoir étudier ceci. Alors, ce que nous parlons également, ce sont des conflits armés. Alors, nous avons donc un échantillon représentatif au niveau national de 3021 fermiers en 2016. Alors maintenant, donc, nous avons collectionné, enfin, nous avons collecté donc toutes ces informations parmi les ménages et par exemple, l'exposition au conflit et donc dans une famille, c'est un conflit tous les 12 mois. Et alors aussi, ils ont également, par exemple, ils sont exposés également, ils ont non seulement eu un conflit, mais ils sont également affectés entre, et il y a eu par exemple de violentes attaques entre 2014 et 2016. Alors, par exemple, ici, ce que nous voyons, le score au niveau donc de la volaille, des moutons et des chèvres, également des. Alors, le conflit, il faut donc, et comment dire, avoir des méthodes sédatives contre le conflit et avoir bien sûr des ressources pour faire face à ce risque de dépression. Alors ici, par exemple, vous voyez donc la relation entre les risques de dépression et les facteurs déterminants principaux. Alors, par exemple, 2 fermiers sur 5 au Niger représentent un risque de dépression. Alors ici, vous voyez donc au niveau, vous avez l'exposition au conflit, 0,42, l'expérience d'un conflit, 0,12. Alors voici des questions qui ont été posées aux fermiers pour en fait conclure à des symptômes de dépression. Par exemple, est-ce qu'ils ont été perturbés par des choses qui normalement ne les embêtent pas? Alors, par exemple, 42% ont été donc perturbés. Alors, est-ce qu'ils ont des problèmes pour regarder, enfin pour se concentrer sur ce qu'ils font? Alors, 41% disent qu'ils sont donc troublés, ils ont des problèmes. Ensuite, par exemple, au niveau de l'état mental, ils se sentent déprimés, 49%. Ensuite, est-ce qu'ils ressentent que tout devient donc un fardeau, 38%. Est-ce qu'ils ont, par exemple, de l'espoir pour le futur? 48% disent qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, par contre, ici, vous voyez donc les effets joints des conflits sur le bétail et sur la probabilité de la dépression. Alors, vous voyez donc que l'exposition donc des conflits et comment dire, et du bétail et de comment dire, de la possession et la possibilité donc d'avoir une dépression. Alors, plus on a de bétail,
plus on est enclin à avoir de la dépression. Donc, tout est en fonction comment dire, de la richesse de la ferme par rapport au conflit et bien sûr par rapport à la dépression. Alors, en conclusion, donc, l'exposition au conflit, c'est un prédicateur ou bien un grand élément pour les fermiers qui vont en fait démontrer des symptômes de dépression. Et alors, bien sûr, la catégorie de ferme va également affecter la dépression, tandis que, par exemple, les poules peuvent avoir en fait un effet secondaire. Et en fait, il y a une connaissance très limitée au niveau des maladies mentales parmi les fermiers, surtout en situation de choc. Donc, il faut faire beaucoup plus de recherches au niveau des maladies mentales dans ces situations de conflit ou dans d'autres situations. Et donc, ceci est bien nécessaire. Et quelles en sont donc les implications? C'est que ceci est très impératif pour la santé mentale des fermiers. Merci beaucoup. Et Listen Good, c'est une présentation très intéressante sur l'exposition donc des conflits. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à notre prochain présentateur, Gunaratna, Nilupa Gunaratna. Elle travaille donc à l'université de Purdue aux États-Unis. Donc là, c'est sur la collection de données de la pandémie, donc avec une limite. Alors, j'espère que vous pouvez voir donc ma présentation. Alors là, merci beaucoup. Très excitée de vous rejoindre tous ce matin pour partager mon travail. Alors, je comprends donc avec ma collègue Madeleine Powers, qui travaille avec moi à l'université aux États-Unis. Donc, nous savons que les conflits et les chocs peuvent créer donc des problèmes mentaux et il y a également donc très important d'avoir donc des données pour pouvoir avoir donc pour pouvoir avoir des réactions. Alors, très important donc d'avoir des données parce que c'est très important parce que on peut avoir un risque d'infection. Donc, très important et très urgent de pouvoir faire des échantillons et de rassembler donc les données. Alors, les objectifs, donc il faut évaluer les forces de la méthode, les points forts de la méthode et les limites des études sur la sécurité de la nourriture pendant donc la crise, la pandémie. Donc, nous allons donc faire une recherche au niveau de ce que nous appelons Google Scholar. Nous allons donc revu la littérature, ce qu'on appelle grise. Nous l'avons publiée entre mars 2020 et juillet 2021. Et nous l'avons donc lui donné le titre de la sécurité de nourriture COVID-19. Alors, pour chaque étude, il y a eu donc des données qui ont été extractées au niveau des situations géographiques et des résultats. Donc, 92 pays qui ont fait donc ces études, 216 études, qui a été suivie par le Bangladesh. Cependant, beaucoup de pays qui ne sont pas représentés ont une ou deux études de fait. Alors, 8% des études ont été faites dans des pays sous-développés. Alors, ici, donc, c'est une méthode, un exemple d'échantillonnage. Donc, 26% des études représentent un échantillon au hasard. Alors, 8% utilisent donc des effets de boule de neige et 38% ont utilisé donc des méthodes d'échantillons plus adéquates, si vous voulez. 95% ont rapporté donc un niveau de réponse. Alors, un commentaire là que je voudrais donc préciser. La représentation des exemples est très importante parce qu'en fait, elle est très généreuse. Alors, on a évité les problèmes. Alors, même si vous avez des échantillons, des résultats moindres, vous pouvez nous les donner. Alors, ça, c'est la méthode donc, que je reviens. Donc, les exemples d'échantillons
varie de 3 à 413 976 participants. Donc, ça représente 15% de taux de réponse. Alors, les mesures pour rapporter ont changé en fonction à cause de la pandémie. Alors, une personne sur 6 personnes ont en fait rapporté donc des données. Alors, voici donc le résumé des résultats. Donc, on a fait donc des études sur la sécurité alimentaire, sur les stratégies, sur le système alimentaire, sur le revenu et les dépenses faites, sur la santé et le bien-être et sur d'autres points. Alors, 80% donc des études ont donné donc des résultats. Alors ici, c'est un résultat qui est désagrégé, si vous voulez. Alors, il y a un résultat désagrégé. Alors, nous avons fait donc des résultats par sexe, également par localisation, que ce soit en ville. Par exemple, alors 15% donc des résultats démontrent qu'il y a eu une ségrégation des résultats. Alors, voici donc la continuation de la même table. Alors, ici, il y a des caractéristiques moins fréquentes. Alors, ce graphe ici a montré lorsque la collecte des données a été faite, par exemple, donc le dernier trimestre de 2019, cela a piqué donc à Q2 2020. Et ensuite, bien sûr, avec la pandémie, il y a eu une limite au niveau de la collection des données. Alors, il y a eu des mouvements à cause de la pandémie. Il y a eu donc un mouvement accéléré pour collectionner les données, mais d'une façon, comment dire, remotely, c'est-à-dire en ligne ou à distance. Donc, en fait, il y a également une représentation ou des échantillons non représentatifs qui ont des limitations considérables, qui ont exclu les plus vulnérables, qui ont en fait créé des devis un peu mitigés. Alors, voici donc un résultat au niveau et une simulation entre les hommes et les femmes. Alors, c'est une représentation et donc avec des résultats. Et donc là, ça a été fait donc, avec les gens qui ont collecté et ceci représente donc 1%. Alors, 25% pour les femmes, 35 pour les hommes, une disparité de 10. Alors, au niveau donc des revenus, donc il y a eu moins d'échantillons au niveau des individus et parce que les femmes dans cet exemple ont moins de revenus que les hommes, nous voyons donc qu'il y a une disparité. Ah, je ne vois pas à cause de l'écran. Vous voyez que la moyenne est plus grande, mais que je ne vois pas. La différence est toujours une disparité de 10. Ici, vous avez encore une autre extension où nous voyons donc des revenus entre personnes, enfin, avec un revenu beaucoup plus faible. Donc, en fait, ici, les données ont été données par les portables. Par exemple, si une famille a seulement un portable, les données seront beaucoup moins élevées. Donc, ici, là, vous voyez que les moyens ont accru, mais par contre, la disparité est beaucoup plus grande. Alors, au niveau donc de la conclusion, voici donc certains problèmes qui sont soulevés. Alors, il y a donc une révision par ce que nous appelons la direction de revue de l'institution IRB. Est-ce que tout le monde a été assuré, on s'est assuré que ceci a été privé et en fait qui également est responsable des données. Alors, nous pouvons donc discuter de ceci en longueur, mais nous devons donc créer également des recherches sur les inégalités. Alors, ce qui semble vrai, c'est que avec la pandémie, nous devons donc continuer à rassembler donc des données pendant ces périodes de choc et ces périodes de crise.
Alors, la question est toujours, est-ce que la question sur le compromis est-elle adéquate? Et bien sûr, ceci donc demande du revenu. Alors, nous avons donc des chercheurs qui travaillent sur ces échantillons, et également des journaux scientifiques. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette présentation sur la limitation des données. Et voici donc la dernière présentation. Alors, c'est la présentation de Mercy Ouambi. Elle vient d'avoir un bébé. Donc, en fait, elle a, elle a enregistré sa présentation. Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette présentation aujourd'hui. Je m'appelle Massi Mwambi, je suis scientifique post-doctoral pour les évaluations au niveau du centre d'évaluation basé à Bangkok en Thaïlande par rapport aux effets du Covid-19 et à la disponibilité d'un bon régime pour les populations urbaines en Thaïlande et aux Philippines. Je vais vous passer par l'introduction et ensuite on va regarder les méthodes et les résultats et les discussions. Nous comprenons que l'être humain a besoin de différents types d'aliments pour être en bonne santé. Et l'interaction avec les fruits et les légumes, donc la prise de fruits et de légumes est très importante pour cela. Et c'était le cas déjà avant la pandémie, bien évidemment. Lorsqu'on regarde l'apport nutritionnel en fruits et légumes, on voit qu'ici, il y a plus de 200 grammes par personne par jour dans la région. C'est la recommandation mondiale de prendre plus de 300 grammes. Aux Philippines, en particulier, la moyenne de consommation de légumes par personne par jour est de 110 à 130 grammes, ce qui est en fait en dessous de l'attente. La COVID a affecté les populations urbaines pour différentes raisons, parce que tout d'abord, la COVID a impacté les systèmes alimentaires en général et la disruption de ces systèmes alimentaires du côté approvisionnement, où maintenant il y a une réduction de la production, destruction des marchés et du commerce. Et du côté de la demande, évidemment, il y a une réduction du marché parce que les gens ont perdu leurs revenus et leurs emplois. La deuxième raison est parce que cette population urbaine dépend de nourriture achetée et travaille dans les secteurs qui sont affectés par la pandémie. Il y a des éléments de coexistence au niveau d'un besoin, en tout cas, de nourriture saine dans des pays tels que les Philippines ou la Thaïlande, Bangkok et Manille sont des villes repères. On a regardé à peu près l'impact de la COVID-19 et de cette pandémie sur le coût de ce régime recommandé et comment cette pandémie a affecté la disponibilité et aussi la cherté de ce régime recommandé. Nous avons donc utilisé une combinaison de différentes méthodes ici pour répondre à ces questions. On a estimé le coût de ce bol alimentaire recommandé avec l'évaluation des deux éléments les plus bon marché et les plus chers pour avoir le coût de ce régime recommandé. Pour mesurer l'impact de la COVID-19 sur le coût de ce régime recommandé, on a utilisé un design de discontinuité et pour mesurer la responsabilité, on a mesuré la dépense par tête d'habitant sur la nourriture et on a mis en place des scénarios pour évaluer l'impact durant la COVID-19. Dans ce cas, on a assumé la contraction de l'apport alimentaire de l'ordre de 20% suivant la crise de la COVID-19. Outre la contraction des dépenses alimentaires, on a également considéré les fonds gouvernementaires qui ont fourni un soutien aux populations urbaines des différents pays. Les données obtenues de la part des bureaux des statistiques nationales nous ont indiqué que les revenus des foyers, évidemment, ont décru et nos résultats clés ont démontré que l'effet de la COVID-19 sur le prix de la nourriture en 2020 a varié à travers les groupes alimentaires et pays. Par exemple, à Bangkok, les effets de la COVID-19 ont mené à une réduction du prix des biens de l'ordre de 0,6 $ ou
réduction de 0,33%, ainsi qu'une réduction par rapport au coût global du régime recommandé, ce qui en fait est approximativement une réduction de l'ordre de 3% comparé à la situation pré-Covid. Par rapport à Mani, l'impact de la COVID-19 sur différents groupes a démontré que la COVID et les restrictions ainsi que le confinement ont mené à une augmentation des prix alimentaires ainsi qu'une augmentation des prix des légumes de 0,02 dollars américains. Le prix des œufs également a augmenté et même si on a découvert que le prix a affecté la nourriture la plus nutritive telle que les fruits, les légumes et les protéines, en particulier dans le cas de Mani où les prix ont augmenté, il y a une augmentation persistante mais limitée dans le prix des légumes qui constitue une menace à la consommation déjà faible qui existait avant la COVID-19, où les dépenses par tête d'habitante par rapport à ce groupe de nourriture étaient de 60% en dessous et par rapport au coût pour le régime recommandé en 2019. Comment est-ce que cette dépense se compare au coût de ce régime recommandé en utilisant les données de 2019? On a estimé ceci et nous avons pu voir des différences à travers les groupes alimentaires ainsi qu'à travers les pays. Si l'on regarde le coût minimum de ce bol alimentaire recommandé, eh bien, on va se retrouver avec un chiffre relativement élevé par rapport aux dépenses alimentaires dans le cas de Manille. Donc, Manille a des habitants qui doivent dépenser 30% de plus pour atteindre le coût minimum de la diète recommandée. Mais à Bangkok, la population dépense davantage que le coût minimal de cette diète recommandée et la dépense est de 82% de plus. Lorsqu'on regarde les dépenses par groupe alimentaire à Bangkok, on dépense beaucoup plus sur les aliments nutritionnels tels que la protéine. Et ils dépensent à peu près 530% de plus sur les légumes, 230% de plus, et sur les fruits, ils dépensent 193% de plus. Lorsqu'on regarde le cas de Mani, on voit que la dépense est moindre en termes notamment de légumes, où ils dépensent en fait, ils n'ont que 36% des besoins en fait et du coup pour le régime recommandé. Ça s'applique également pour les fruits. La population de Mani n'est capable de remplir que 35% de ses coûts. Les prochaines questions visent à évaluer les effets de la COVID-19 par rapport à la cherté de ce régime recommandé. Avant la pandémie, les gens à Mani, déjà, en fait, dans notre État, en termes de cherté, il y a 5,4 millions de personnes qui ne sont pas en mesure de se permettre un régime sain. Et à Bangkok, la situation est différente parce que tout le monde pouvait se permettre le coût d'un régime sain. Si on assume une contraction de 10%, 15 et 20 pour les dépenses de nourriture, la situation Mani a été empirée avec une augmentation de personnes étant incapables de se payer un régime alimentaire équilibré sur une population de 2 milliards avec une contraction de 20% et 1,3 million dans le cas des 15% de contraction. Et donc, s'applique à la ville de Bangkok et ce sans allègements gouvernementaux. On se rend compte que lorsqu'il y a une contraction de 15 à 13% de la consommation, on a une augmentation de 2,2 millions de personnes qui ne sont pas capables de se permettre un régime alimentaire, mais les résultats démontrent un effet prometteur des fonds gouvernementaux parce que ceci, avec ces fonds d'allègement, ça a permis à la population de Mani et de Bangkok, en fait, de permettre aux population de se permettre un régime équilibré. Donc, les fonds gouvernementaux ont mitigé les effets négatifs de la COVID-19 pour ce qui a trait à la disponibilité de ce régime eh bien, recommandé par rapport à toute situation qui concerne la vulnérabilité. Évidemment, les plus pauvres sont ceux qui sont les plus vulnérables à la perte d'emploi, perte de revenus et disponibilité financière pour ce régime. Donc, ce sont les plus affectés dans ces deux contextes. Cet article a été rédigé par moi-même avec Pepen
et Jody Harris. J'aimerais remercier le ministère des Affaires étrangères de Taïwan, nos partenaires, l'université qui a contribué à ces travaux et au financement. Merci beaucoup de votre attention. Eh bien, merci, parfait. Ceci conclut les présentations de la session et j'aimerais également remercier tous nos présentateurs, les propos extrêmement intéressants et travaux importants présentés aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Évidemment, certaines questions nous arrivent directement dans la boîte de dialogue. Nous allons les prendre, si vous le voulez bien. Et si quelqu'un est intéressé, eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans la boîte de dialogue, vous avez une question de Claire pour Abigail et Annie. Et la question est quelles étaient les interventions impliquées par rapport à ces deux pays? Et est-ce qu'il y a eu de multiples interventions? Question 4, Abigail et Amy. Alors, les interventions étaient un peu similaires et elles étaient multiples. Et l'idée, c'était d'apporter des grains, des légumes, des semis pour la production agricole, pour certains groupes particuliers et l'approche de formation des formateurs pour aider les fermiers, des communautés et leur permettre une meilleure indépendance alimentaire pour pouvoir, grâce à ces fonds, gérer la situation. Au Sud-Soudan également, des équipements de pêche ont été fournis à ces foyers. Et je pense qu'il y a une autre question ici, de la mienne, par rapport avant l'incident, un élément de diversité. On a du mal à entendre le son encore une fois par rapport au MDDW, par rapport au contexte humanitaire. Oui, ce taux était élevé, en particulier durant la saison sèche. Il y avait une certaine insécurité dans cette région en raison du projet et au sein des foyers du projet, on a reçu un support de la part du projet, ce qui fait partie. Je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Est-ce qu'il y a une éducation nutritive inclue au Cameroun, au Sud-Soudan? Effectivement, c'était quelque chose qui a été inclus plus fréquemment, mais ce n'est pas un focus particulier. Et voilà des recommandations par rapport aux exécutants auxquels on a parlé pour accroître l'éducation. D'accord, merci beaucoup, Abigail. Alors, la prochaine question maintenant est pour Claire, je pense, qu'est-ce que vous incluez dans la personnification des conflits? Est-ce que c'est simplement la violence contre les civils ou tout type de conflit? C'est une question, je pense, qui est soumise au panel. Merci pour cette question et pour l'intérêt que vous démontrez dans cette étude. Alors, j'ai inclus tous les conflits armés au niveau des actifs, au niveau des conflits gouvernementaux, qu'ils soient également non violents. Nous avons prédominamment à considérer les situations telles que celle au Nigeria, qui sont le terrorisme de Boko Haram et conflits de dans dans le COVID également. Ça vous fait une illustration du type de conflit et des mesures subjectives qui ont été utilisées. Donc, on a ajouté un peu tout ce qui était présent par rapport à l'exposition au conflit. Alors, encore une fois, une question par rapport à l'examination des effets sur la santé mentale. Si vous avez une analyse des agrégés genre par rapport à ces conflits. Oui, alors la question nous a permis d'analyser cela. Je n'ai pas fait de désagrégation par genre, non? Bon, on pourrait peut-être se pencher là-dessus si on a les données, effectivement, oui. Ce sera peut-être intéressant, effectivement, dans l'étude de contempler cela. J'ai une question pour vous avez mentionné que dans les cas de conflit, la raison pour cet effet buffer, excusez-moi, mais le son est trop mauvais, je n'ai pas du tout compris. Alors, pour la volaille, je pense que c'est une question par rapport aux élevages de volailles ou de bétail. On comprend que la volaille, les biens sont moins vulnérables aux attaques durant les conflits que le vol de bétail. Je pense que c'est ça la question. Oui, effectivement, c'est la cible principale lorsque on cible ces animaux durant les conflits entre les différents groupes terroristes ou de criminels. Donc, c'est une situation d'insécurité pour la volaille. Je peux dire qu'il y a des études qui montrent qu'il y a un effet thérapeutique sur les gardiens et puis aussi le fait de manger de la volaille telle que la viande
de ce type réduit les risques de dépression. Il faut essayer de valider ces trouvailles, évidemment. Je vois dans la boîte de dialogue une question pour Jody de Sylvana. Si j'ai bien compris, les gens dépensent plus que ce qu'ils ont besoin de faire pour rencontrer leurs besoins. Si c'est le cas, est-ce que c'est parce que les protéines sont moins chères? Niveau de calcul CERD. Merci Sylvana, c'est une excellente question. Oui, vous avez compris correctement. Effectivement, c'est seulement en Thaïlande, à Bangkok, où les gens dépensent davantage que ce dont ils ont besoin pour ces aliments-là. À Mani, les gens devraient dépenser davantage, mais à Bangkok, oui, les gens dépensent plus que le minimum requis. Et au niveau de la protéine, parce que le coût d'un régime recommandé requiert que vous obteniez des prix pour tous les éléments ou aliments dans les différentes catégories et vous prenez les coûts les plus faibles et les plus élevés, eh bien, je pense que c'est une conclusion qui est relativement bonne. Je pense qu'il y avait quelque chose comme les carcasses de poulet qui était la catégorie la moins chère et c'est pas nécessairement les gens que les gens vont choisir de manger. Et probablement, c'est l'explication. Il y a une limitation qui permet de limiter cela et certains ont étendu cette méthode avec des préférences culturelles ainsi que les coûts. Dans ce cas, on n'a pas fait, mais c'est une option et il serait intéressant de voir comment ça change les calculs. Oui, donc excellente question, merci. Merci beaucoup pour cette question. J'ai encore une autre question. Est-ce qu'on a la possibilité de réaliser une analyse de sensibilité par rapport aux foyers? Par exemple, les foyers minoritaires, en particulier à Bangkok, la capacité de rencontrer le coût de Par ces exemple, le régimes coût alcooliques. de la nourriture à Bangkok. Alors, dans cette étude, c'est la deuxième partie donc d'une étude qui composait trois parties. La deuxième partie est comment est-ce que l'économie sur les aliments a-t-il changé pendant la pandémie et également l'expérience dans ces deux pays. Alors, pour celui-ci, nous avons donc utilisé des données donc nationales et donc, cette donnée n'a pas été désagrégée par les points de vue que vous avez mentionnés. Donc, il y a plusieurs points de choses que nous pouvons faire. Alors, ce qui est très important, que de désagréger donc les données, mais dans ce cas-là, donc, ce n'était pas nécessaire. Donc, nous avons recherché donc ces ménages pour trouver ces familles. Nous avons essayé de trouver des ménages qui habitent le long des voies ferrées, au bout enfin, à l'extérieur des villes, mais nous n'avons pas trouvé exactement une évaluation économique pour expliquer ces expériences. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas comment dire, de pouvoir les donner oralement et utiliser donc comment dire, enlevez le silence. Mettez-vous donc en position de pouvoir parler. Alors, une question de Miloupa. Quels sont donc vos commentaires sur les recommandations, sur les recherches? Alors, dans un monde idéal, ceci donc n'est pas suffisant. Très important donc d'évaluer et de voir qui était exclu parmi les participants et en fait pouvoir collecter donc toutes ces données. Alors, très important lorsque nous présentons nos résultats, c'est de bien sûr présenter les sections. Donc, en fait, il y a une responsabilité qui nous est imposée. Donc, il faut également donc s'améliorer au fur et à mesure de nos évaluations et utiliser donc, les technologies qui sont mises à notre portée. Et donc il faut également voir, c'est pas simplement donc les effets, mais il faut également voir les coûts qui sont inclus dans ces recherches. Alors, merci beaucoup. Alors, avez-vous d'autres questions? Donc, s'il y a d'autres questions, donc j'ai une question. Ma question est la suivante. Est-ce que donc la variété des régimes affecte les communautés résidentielles? Alors, c'est une question pour Kant. Oui, en fait, au niveau donc du régime de la mer, alors c'était donc associé avec une diversité de régimes pour les enfants. Alors, pour les enfants et pour les femmes, et une concentration élevée donc de nutrition
pour la nourriture. Alors, ce que nous avons trouvé, c'est que qu'est-ce qu'il y avait donc une crise, c'est que la diversité d'aliments pour le père recommençait donc à décroître, à diximer. Et également lorsqu'il y avait des crises, des désastres. Et alors, une façon en fait, pour faire face à ces pressions, on utilisait donc un régime alimentaire beaucoup moins nutritif. Alors, on a encore un petit peu de temps. Moi, j'ai une question pour Abigail. Vous arrivez à différencier entre les réfugiés et donc les ménages à risque, alors dans différents contextes. Par exemple, les réfugiés peuvent avoir ne pas accès à la nourriture et au support. Est-ce que vous avez considéré ceci dans votre étude? Alors, par exemple, les réfugiés ou bien les ménages vulnérables. Bon, en fait, il y avait une petite proportion de ménages et de réfugiés dans ces pays où il y a des conflits. Et donc, la qualité de la nourriture et l'accès à la nourriture et bien sûr aux terres avaient un impact direct. Nous avons également vu ça dans le Soudan du Sud. Et donc, nous avons vu ce que recevaient donc les familles en période d'intervention et avec les personnes donc, qui avaient un statut de résident. Et il y avait donc une différence. Alors, on a 1 ou 2 minutes pour avoir une dernière question. OK, alors, comme il n'y a plus de questions, donc je vous remercie tous pour avoir participé à cette session qui est très engageante sur les conflits, sur les communautés, sur les ménages, sur les méthodes, pardon. Alors, je vous remercie tous, surtout les participants et les présentateurs et ceux qui ont posé des questions et ceux qui ont répondu. Alors, n'hésitez pas donc à envoyer vos questions sur notre site et nous serons très heureux de pouvoir y répondre. Alors, je vais terminer cette session et donc je vous remercie. Je vais donc vous revoir dans l'autre session et donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.